Donc, Madame Isabelle Salvadotto va nous parler d'innovation de la santé en France. Donc, elle a participé à la conception et est en charge depuis 2019 de la coordination d'un dispositif de recherche partenariale. Elle est directrice communication et de recherche au sein du groupe VIF depuis 2018. Elle a exercé différentes responsabilités en gestion de projet, en pilotage de réseau, développement organisationnel et en conseil de communication. Elle est diplômée de l'ESSEC Business School et d'un baccalauréat en économie à l'université de Scanfield. Voilà. Je laisse la parole à Isabelle. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager sur notre expérience de recherche. Donc, j'ai choisi de vous parler d'innovation à travers le prisme du YouthTech Lab et en fait l'expérimentation que nous avons mis en place au sein de la région Centre-Val de Loire. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en détail sur cette expérimentation et ce dispositif, je voudrais rapidement vous présenter le groupe VIF, qui est partenaire de FinDigital Pro. Le groupe VIF, c'est le premier acteur de santé et de prévoyance en France. Quelques chiffres, ce sont 6 millions de personnes qui sont accompagnées au sein de nos établissements de santé sur l'ensemble de la France. Et c'est 10,5 millions de personnes qui sont protégées. Le groupe VIF s'appuie autour de 3 métiers. Donc le métier de la santé, de l'assurance et de la retraite, le métier du logement, en particulier autour du développement de logements innovants, de logements sociaux innovants, et le soin et l'accompagnement à travers VIF 3, Centre-Val de Loire. Et VIF 3 Centre-Val de Loire, en fait, c'est le métier dans lequel j'exerce. C'est une offre de santé dans laquelle on va retrouver des établissements sanitaires, médico-sociaux, et puis des établissements produits-services autour de la santé visuelle et de la santé auditive en particulier. Le groupe VIV, et ça c'est important, vous le verrez après, c'est 36 000 collaborateurs. VIF 3, 36 000 collaborateurs. Le groupe VIV, c'est 44 000. Ce qui veut dire que notre première ressource, notre première valeur ajoutée au sein de VIF 3, c'est vraiment les ressources humaines. Alors en Centre-Val de Loire, puisque c'est le lieu où j'exerce, on s'est posé plusieurs questions avec l'arrivée des nouvelles technologies. En 2018, on s'est interrogé au niveau de l'ensemble de la direction de VIF 3 Centre-Val de Loire parce qu'on constatait déjà un niveau de stress important concernant nos professionnels de santé, avec des taux d'absentéisme, parfois une perte de sens aussi par rapport au métier. Et ça, je vous parle de 2019, donc avant la crise de Covid. À côté de ce constat, on voyait également l'arrivée des nouvelles technologies, donc des technologies numériques, technologies d'IA, qui ont bouleversé les métiers médicaux en particulier, puisque ce sont les métiers qui ont tout particulièrement été pénétrés en premier par ces technologies. On pense à la chirurgie, on pense à la biologie médicale, mais on pense aussi à la radiologie. Et on a vu et on voit toujours des parcours de soins de santé des usagers qui sont bousculés, mais également les formations de ces professionnels qui sont complètement chamboulés, avec la création de nouveaux métiers, évidemment, et également avec la délégation de tâches sur d'autres métiers qui arrivent. Donc on s'est dit, ok, ça arrive sur les métiers purement médicaux, ça va arriver évidemment sur nos métiers sanitaires. Donc comment on va faire ? Comment on fait ? L'idée, c'est pas de se priver de cette technologie, puisqu'on considère que ça peut être une formidable opportunité à la fois pour nos accompagnants, nos usagers, nos patients. Mais on voudrait en fait que nos professionnels de santé ne subissent pas cette technologie, mais puissent participer en fait à ce nouvel essor. Alors comment fait-on ? Eh bien, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes tournés vers des partenaires avec ces interrogations. Donc en région Centre-Val de Loire, on est allé voir le CHRU de Tours, l'université de Tours, et puis ensemble, on s'est dit qu'on allait travailler de façon collaborative. Et très rapidement, on s'est entendu pour mettre en place un Living Lab qui s'appelle le YouthTech Lab, qui est le premier Living Lab en sciences humaines et sociales et en santé, qui a été lancé en 2020. Vous voyez ici la signature de l'accord cadre avec les 3 représentants de ces entités qui ont été citées. Alors pourquoi un YouthTech Lab et pourquoi un Living Lab ? D'abord, je le disais, en fait, pour anticiper les effets disruptifs de cette technologie sur les métiers déjà sous tension, pour faciliter la coopération et tendre pour ensemble désiloter nos actions, parce que entre la prise en soin en hôpital, la prise en soin à domicile, on sait, ce sont des difficultés auxquelles on est tous confrontés. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager à cette collaboration et vraiment au service des personnes en situation de fragilité.
Développer des prises en charge adaptées, on se dit que ces innovations vont nous permettre de repenser la façon dont on travaille ensemble, mais également de pouvoir proposer des nouveaux services, aller encore plus loin par rapport aux besoins de nos usagers, de nos patients. Faciliter évidemment l'accès aux soins. La région Centre-Val de Loire est une région à forte désertification médicale. Notre enjeu, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble de cette population vers le soin. Et puis évidemment, et là je rejoins, je pense qu'on est vraiment sur des sujets qui sont aujourd'hui partagés, c'est d'anticiper les formations de demain de nos professionnels de santé. Alors on a constitué une équipe pluridisciplinaire dans laquelle on a des chercheurs, des sociologues du travail et des organisations, des sociologues de l'innovation. J'ai en charge la coordination de ce Youth Tech Lab, et puis on a des postes aussi de chargés de mission et de communication qui sont des postes extrêmement importants sur cette dynamique de recherche, parce qu'il faut communiquer sur les résultats de notre expérimentation, communiquer aussi sur la façon dont on travaille pour mobiliser les équipes, également les industriels et les financeurs publics ou privés. Alors, qu'est-ce qui critérise en fait une recherche ou une expérimentation qui est conduite au sein du Youth Tech Lab? Il y a 3 données sur lesquelles on s'est entendu. La première, c'est d'avoir systématiquement une approche en sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas l'innovation sans étudier l'impact social et sociétal de cette innovation sur nos métiers. Ce n'est pas le seul champ qu'on va étudier, mais en tout cas, c'est un champ qui est systématiquement étudié dans le cadre de nos recherches. On peut associer également des recherches médicales ou des recherches informatiques, mais systématiquement, nous avons cette approche en sciences humaines et sociales, donc beaucoup sur l'organisation, sociologie, sur l'organisation du travail, mais pas que. On a développé aussi des recherches en psychologie et évidemment systématiquement les questions éthiques qui se posent sur l'ensemble des expérimentations que nous pouvons mener. Une approche innovationnelle, donc ça c'est vraiment le sujet du jour, c'est-à-dire que systématiquement on a une innovation en tout cas qui va bouleverser notre organisation au sein de nos établissements, numériques ou dotés d'IA. Et puis une approche écosystémique, donc ça c'est l'approche vraiment collaborative dans laquelle on met nos professionnels de santé au cœur du dispositif. Ils sont en mode recherche, donc on leur consacre du temps, ça c'était un sujet dont on a discuté, ils ont du temps pour participer à ces recherches, ils sont accompagnés de chercheurs, donc sur différentes thématiques, ils sont accompagnés d'industriels et de développeurs, c'est-à-dire qu'ils sont avec nous pour faire évoluer aussi leur techno par rapport aux remontées. Et puis nous avons les usagers, les représentants de patients et puis les financeurs, ça leur donne aussi une ouverture sur des questionnements qu'on se pose et qui peuvent bouleverser ensuite le parcours de soins ou les prises en charge. Alors, nos axes de recherche, quand on a démarré en 2020, 2019 même, on s'est basé déjà sur les éléments déterminants qui nous faisaient défaut. Donc, on a travaillé beaucoup sur la personne âgée, autour de différentes thématiques. Ces thématiques, on les a validées avec les équipes de terrain. On a mobilisé les terrains, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va expérimenter, on travaille avec les équipes. Il faut qu'elles soient motivées, il faut qu'elles soient disponibles, il faut que le directeur, le manager soient OK pour que ces équipes puissent participer. On est vraiment sur un mode collaboratif, donc il faut aussi qu'ils délèguent sur cette partie innovation. Donc ça, c'est le premier sujet. Des terrains, des équipes pluridisciplinaires, c'est extrêmement important. Avec ces équipes, on va sélectionner les startups ou les industriels qui vont répondre aux besoins que nous avons identifiés ensemble. On met en place, on anime ces équipes, et puis on va chercher des financeurs parce que voilà, il faut financer le temps des professionnels. Il faut financer les équipes de pilotage et d'accompagnement et le temps de recherche qui est mis en place. Et puis des rapports de communication, des rapports scientifiques qui sont issus de ces recherches. Alors, quelques photos pour illustrer. Donc, notre approche, on développe donc des expérimentations et des recherches in situ, donc au sein de nos établissements. Donc, c'est l'intérêt d'avoir une richesse d'établissements. Je ne l'ai pas dit, mais nous gérons des EHPAD, des établissements de rééducation cardiaque, des services pour des personnes et des établissements en situation de handicap psychique, moteur, et des accueils au domicile avec des services de soins infirmiers à domicile, entre autres. Donc, là, on est sur différents terrains avec des focus group. Des observations qui sont organisées par les chercheurs, des installations aussi au domicile, on le voit avec un robot que nous avons installé au domicile, et puis des interviews assez classiques. Et puis on a développé une approche assez innovante, la simulation. Alors ici, on n'est pas en simulation formation, parce que ça, j'ai vu que c'était des sujets que vous allez également travailler sur la partie formation. Nous, on est dans la simulation recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en complément de notre méthode in situ,
à des temps particuliers, on va organiser des séances de simulation dans lesquelles on va réunir différents professionnels avec différents profils de différents établissements. Souvent, ils ne se connaissent pas, parce qu'on a 140 établissements, donc tout le monde ne se connaît pas, évidemment. On les réunit, et puis on fait des séances de simulation, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur un scénario de simulation qui est assez rapide, entre 5 et 10 minutes. On a un acteur qui joue le rôle du patient, et puis un des professionnels ou deux des professionnels vont jouer le scénario qu'on leur a écrit. Et les autres regardent. Vous voyez ici dans les photos qui sont proposées la restitution, et ensuite il va y avoir débat, échange. Et on va aller creuser avec les chercheurs. Qu'est-ce qui s'est dit? Pourquoi on a dit ça? Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui se joue? Quelles sont les questions éthiques qui peuvent aussi émerger? Et on en a un certain nombre. Donc ces séances de simulation viennent enrichir en fait un autre travail in situ. Je prends l'exemple ici de la téléconsultation. C'est une expérimentation dans le cadre de l'accès aux soins sur lequel on a travaillé. Les séances de simulation autour de la téléconsultation, on a travaillé avec l'entreprise Médocteur, qui a été reprise par Cegedim. Et Médocteur, bien nous en a pris d'avoir travaillé d'abord en consultation, en simulation, pardon, avait déjà préparé tout un parcours clé en main de suivi de la téléconsultation. Donc le médecin fait ci, il apparaît ça, ensuite le professionnel fait ça. Et en fait, ce parcours, on l'a complètement déconstruit parce qu'il ne répondait pas du tout aux besoins des généralistes, ni des équipes en EHPAD ou dans nos établissements. Donc on a retravaillé avec mes docteurs sur un parcours qui répondait à nos besoins pour ensuite travailler cette téléconsultation au sein de nos établissements médico-sociaux. Quelques axes sur lesquels on travaille: le maintien de l'autonomie avec le développement de programmes. En particulier ici, c'est avec le robot QT pour lequel on a développé des programmes autour du lien social, de la diététique et de l'activité physique. On a développé des partenariats, entre autres avec le Musée des Beaux-Arts de Tours, pour permettre à des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer de bénéficier en fait de la médiation culturelle. Le lien social aussi et les questions qui se posent autour de l'utilisation du numérique pour des personnes en situation de handicap psychique stabilisé, donc au sein de GEM, de groupes d'entraide mutuelle. Ça, c'est une question qui nous a été remontée de nos terrains, des professionnels qui nous ont dit pendant la crise du Covid, on a beaucoup utilisé le numérique. Maintenant, on a un problème, c'est que nos adhérents, ils veulent plus revenir en physique, en présentiel. Donc on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Comment faire pour qu'on arrive à utiliser les deux, le numérique et le présentiel? Pour qui? Pour quel profil? Quelles sont les conditions d'utilisation et quelles sont les attentions et la charte éthique que nous devons ensemble mettre en place? Donc ce type d'expérimentation et de recherche, elle est encore une fois menée collaborativement avec l'ULAFAM, donc l'association des accompagnants des personnes en situation de handicap psychique, des usagers, et évidemment les financeurs et puis les professionnels de terrain. Une expérimentation qui se poursuit autour du maintien de l'autonomie. Donc ça, c'est engagé depuis 1 an aujourd'hui. C'est encore une fois pour illustrer. Donc là, on est sur un tapis connecté qui s'appelle la bibalance, qui permet de mesurer le poids et l'équilibre. Donc on est en action de prévention primaire, mais également on veut travailler sur la prévention secondaire. L'idée aujourd'hui avec cette balance connectée, c'est de suivre le poids, de suivre des scores d'équilibre et d'améliorer ces scores d'équilibre à travers des exercices qui sont proposés grâce à cet outil. Donc on a expérimenté sur différents terrains, domiciles, différents profils, on est en train de travailler sur les cas d'usage. Et finalement, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se crée? Là, en particulier, dans ce cadre de cette expérimentation, on voit Simon, qui est un animateur en résidence autonomie et qui s'est vu déléguer un certain nombre de tâches qu'il n'avait pas prévues. Donc voilà, c'est aussi toutes ces questions qui se posent. Il est animateur, il n'est pas infirmier, et finalement, avec ces données-là, on commence à avoir une évolution dans sa formation, ce qui n'était pas l'objet. Donc comment on y répond? Un des enjeux aussi, et c'est une nouvelle question qu'on se pose, et c'est un axe de recherche qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que l'outil numérique et IA est un outil qui va favoriser l'attractivité de nos métiers et dans quelle mesure elle va favoriser l'attractivité de nos métiers et la qualité de vie et des conditions de travail de nos équipes. Alors on travaille sur l'ergosquelette dans un FAM-MAS, donc foyer d'accueil médicalisé, mais pas que, on a d'autres outils numériques. Et cette question, on va la travailler à la fois en quanti, mais également en quali, évidemment, et on va associer les différents champs d'expertise. Un point aussi important sur le mode de financement. Les modes de financement, cette activité du Youth Tech Lab, elle a bénéficié de financements européens qui nous ont permis de lancer ce dispositif, et ça c'est très important. Et ils nous soutiennent encore sur un deuxième programme qui nous permet d'aller encore plus loin.
autour de ces recherches et de ces expérimentations. On a répondu et on répond toujours à des appels à projets régionaux et nationaux, et pourquoi pas européens. Encore une fois, pour aller répondre aussi à des données identifiées par les financeurs, en particulier, on le voit bien sur le champ de l'autonomie, de fonds aussi mutualistes, de fondations privées comme la FIRA et Farallay qui nous soutiennent sur des recherches autour du handicap. Et puis on commence à développer aussi la mise en place de prestations de services pour des industriels vraiment sur le champ de l'impact de l'outil social et sociétal, encore une fois. Alors, on parlait aussi du système français. Il est important de souligner qu'en France, depuis le dernier quinquennat, il y a vraiment une prise de conscience des pouvoirs publics sur l'enjeu de souveraineté de ces outils numériques. On a un retard technologique sur d'autres domaines, on a un retard aussi sur les données, sur ces enjeux du numérique. Donc, le gouvernement français a mis en place le plan France Relance 2030, qui bénéficie de 30 milliards d'euros sur 5 ans. Donc c'est très important. Alors ce n'est pas 30 milliards sur la santé, mais quand même, on s'y retrouve, nous, dans l'objectif 7 de ce plan, en particulier sur la création de dispositifs innovants. Et ce plan nous a permis, à nous, d'aller encore plus loin par rapport à la mise en place de notre Youth Tech Lab, c'est-à-dire qu'on a pu, à travers ce plan, répondre aux tiers-lieux numériques. Les tiers-lieux numériques donc, font partie de ce dispositif et financent en fait des projets régionaux ou nationaux tournés vers l'industriel ou la start-up pour leur permettre d'accélérer plus rapidement à leur marché. Nous avons postulé parce qu'on avait déjà un consortium fort qui était constitué de l'hôpital de Tours, de l'université et de Vive 3 en région. Et on s'est dit, franchement, c'est fait pour nous, il faut qu'on passe encore une étape et qu'on aille un peu plus loin. Et on a constitué Access, qui permet, en fait, on a 2 thématiques, qui permet aussi de bien nous identifier par rapport aux autres tiers-lieux, qui sont la coordination du parcours de soins et réduire les troubles de la communication pour favoriser l'empowerment de l'usager ou du patient. Donc pour ce faire, on a constitué, on est allé plus loin sur notre consortium. On est allé étendre d'autres, on est allé chercher d'autres partenaires. On a un autre CHRU sur la région qui est celui d'Orléans, donc il nous a rejoints. On est allé chercher l'Université d'Orléans aussi, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui aussi participe et qui finance ce dispositif, et puis des industriels et des pôles de compétitivité. À côté de ça, on va faire jouer l'ensemble, chacun des membres du consortium fait jouer l'ensemble de ces réseaux pour constituer un pôle encore plus important que celui que nous avons mis en place sur le Youth Tech Lab. Donc là, on est sur un changement d'échelle. Ça n'exclut pas évidemment ce que nous faisons sur le Youth Tech Lab, on est vraiment sur de la recherche et études d'impact. Ici, le dispositif, c'est d'accompagner l'industriel et la start-up. Encore une fois, on est sur des délais qui sont plus courts que ceux de la recherche, puisque c'est entre 12 et 36 mois, et on est vraiment tourné besoin industriel. On va d'abord détecter le besoin. Toutefois, ce besoin doit impérativement répondre aux enjeux de nos établissements et de nos professionnels de santé. Donc on va sélectionner les projets qui s'accordent avec nos constats, et puis ensuite on va accompagner l'industriel sur différentes solutions, des études cliniques, des études médico-économiques, des études réglementaires, des études d'impact avec le Youth Tech Lab, et un accompagnement à l'essaimage et à l'accès au marché. Alors en conclusion, l'innovation pour nous, elle revêt évidemment, en tout cas 3 critères, je pense que vous l'avez vu dans cette présentation. Elle est partenariale, on l'a vu, on a mis en place un consortium au départ sur le Youth Tech Lab pour aller encore plus loin, et fort de cette expérience, on a réussi à enrichir ce partenariat pour aller sur d'autres thématiques. Elle est nécessairement partenariale parce qu'on n'a pas tous les champs de compétences, les autres l'ont, et ensemble on arrive à créer quelque chose d'encore nouveau et de plus performant. En tout cas, c'est notre ambition commune. Elle est expérimentable. À chaque fois, on est parti sur des petits cercles. Et du petit cercle, on va agrandir le cercle. On ne sait pas, mais il faut rester assez modeste sur les objectifs qu'on va mettre en place pour aller ensuite un peu plus loin. S'appuyer sur nos champs de réussite, capitaliser sur nos acquis pour pouvoir étendre l'expérimentation. Elle est industriable, évidemment, parce que l'idée derrière, c'est de pouvoir capitaliser et de pouvoir développer l'approche, l'outil que nous avons finalement avec lequel nous avons participé, que nous avons amélioré, nous espérons, sachant que ce n'est pas toujours le cas. On a eu des cas où des outils n'ont pas donné satisfaction aux équipes et pour lesquels on n'a pas donné suite. Mais c'est vraiment l'enjeu, c'est industriable. Et puis enfin,
j'ai envie de dire, parce que c'est quand même notre sujet au niveau du lab, et ça restera de toute façon, elle est pensée par l'homme et pour l'homme. Et ça, aujourd'hui, c'est des sujets très importants. Gardons à l'esprit qu'elle doit compléter, qu'elle doit enrichir le savoir que nous maîtrisons, nous, à travers l'ensemble de nos compétences. Voilà. Je vous remercie. Merci Isabelle pour cette présentation très intéressante. Donc nous allons maintenant accueillir Monsieur Thierry Vermeuren, qui est donc directeur général d'OZ Consulting. Donc Thierry est docteur en philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain. Il est actif dans le monde de la transformation numérique depuis plus de 20 ans. Il a passé ses 15 dernières années au sein d'institutions de santé en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Sa passion de la transmission de savoir l'a d'ailleurs poussé à accepter différents postes d'enseignants à travers l'Europe, les États-Unis et le Canada. Il enseigne à l'heure actuelle au sein de la faculté de médecine de l'Université de Liège à Paris et participe à un DIU en d'intelligence artificielle générative à Dijon. Donc son activité première reste néanmoins le management d'entreprise et la consultance en santé numérique. Il est également directeur scientifique de la communauté Welkin Care, un groupe de réflexion composé de 6000 soignants et 420 institutions de santé qui participent à la numérisation du secteur de la santé et à l'émergence de l'hôpital 2.0. Il est lauréat de plusieurs récompenses internationales, donc c'est un conférencier reconnu dans le domaine de la transformation numérique. Donc Thierry va nous parler de l'innovation en santé en Wallonie. Bien, bonjour à tous, je vais essayer d'être à la hauteur de cette présentation. Je vais prendre un autre axe qui n'est pas l'axe d'une institution, mais peut-être un regard un peu hélicoptère par rapport à cette problématique de l'innovation en Wallonie, une région de petite taille au sein d'un petit pays. Et pour commencer, je me suis dit qu'il était intéressant de reposer les bases de la problématique de la santé dans laquelle nous nous inscrivons. Alors, puisqu'on est dans un séminaire multidisciplinaire et international, j'ai mis un slide en anglais, rassurez-vous, ce sera le seul. Mais j'ai voulu reposer les bases de ce qu'on fait en Belgique, c'est-à-dire une utilisation parfois un peu compliquée des langues. Et donc je l'ai mis en anglais. 11 millions d'habitants, deux grandes communautés plus ou moins paritaires, mais avec les néerlandophones qui sont plus importants, un peu de germanique dans l'est de la Belgique, différentes communautés, différentes régions, un système très développé en matière d'assurance soins de santé, puisqu'on couvre à peu près globalement près de 100% de la population, avec un apport de la communauté, donc de la population de l'ordre de 3/4 et d'un individu de l'ordre d'1/4. Ce qui veut dire que quelque part, on a véritablement un système de santé avec une couverture sociale extrêmement développée au niveau international et évidemment au niveau européen. D'ailleurs, si on compare avec la France, on peut regarder en termes de coûts de santé et on se rend compte qu'on est quasiment à l'identique puisqu'on a 10,4 points de PIB pour la Belgique et 11% pour la France. Alors c'est intéressant de voir aussi les quelques différences culturelles et j'ai essayé de les souligner de manière un peu qui vont vous faire un peu sourire. Quand on regarde la Belgique et la France, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a d'abord quelques différences. À gauche, vous voyez récemment les poubelles à Paris pendant les grandes grèves qu'on a connues, où je travaillais à la capitale. En Belgique, nous sommes les champions du tri des déchets parmi le top 3 au niveau mondial. Si on compare aussi la gestion des stations-service en France, ça c'est quand j'allais à Metz, à une époque où il y avait un certain nombre de problématiques de grève. On voit une station en Belgique. Même si on n'est pas producteur d'énergie, on a aussi des différences. Et puis, on a aussi quelques différences politiques, puisqu'en Belgique, en France, on a je ne sais pas s'il faut dire une royauté, une république, mais enfin, et en Belgique, on ne sait plus très bien non plus. Donc, on a des différences culturelles, on a des éléments de proximité. Tout ça pour dire que, quelque part, on est cousins proches et on réfléchit plus ou moins dans le même sens, avec une volonté de travailler de conso. Alors, ceci étant, et au-delà de la blague, on s'est posé la question dans différents séminaires de travail au niveau de Welkin Care sur la problématique de l'innovation en santé. On l'a regardé du côté wallon et on constate qu'il n'y a pas énormément de différences. Vous voyez apparaître un certain nombre d'éléments qui sont plus ou moins importants. On voit télémédecine, on voit éthique. On voit Welkin Care, qui est notre communauté, qui est une communauté, la première communauté des innovateurs francophones en santé digitale.
On voit la marque Digital Wallonia, dont je parlerai plus tard, qui est l'une des rares marques dans le domaine du digital qui est portée par une région avec une visibilité internationale. Et puis derrière, on voit des matières, on voit de la génomique, on voit de la santé mobile, on voit de la santé digitale, on voit de la télémédecine, on voit des wearables, des vêtements connectés. Donc on voit un certain nombre de technologies, on voit un certain nombre de termes qui apparaissent, puis on voit des innovations impactantes comme ChatGPT, la problématique de la data. Donc on voit bien qu'on est dans un secteur en plein mouvement, dont on a difficile à normer véritablement c'est quoi le facteur de l'innovation. Et c'est vrai que les Living Labs et l'apport du consommateur à la problématique de l'innovation est une approche extrêmement intéressante en la matière. Puis on a essayé de grouper cette approche en se disant, mais si on regroupe les thèmes, si on les met ensemble, si on essaie de faire un appariement, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'il y a un certain nombre d'objets de santé qui concerne une partie du cycle ou du continuum de la santé, que ce soit la prévention, la prédiction. Vous aurez remarqué qu'on ne parle pas de diagnostic, pas de traitement. Donc on s'est focalisé sur les grandes thématiques d'aujourd'hui, la prévention et la prédiction. La volonté ou le rêve qu'on a d'anticiper au mieux les pathologies. Puis on a aussi des choses qui sont un peu étonnantes, comme la génomique. On voit bien qu'elle impacte, mais on a difficile de la positionner correctement en matière de santé. Ça reste complexe, notamment au niveau éthique. Et puis on voit peu à peu avec le Quantified Self arriver la notion de l'individu dans sa santé. Et on en a parlé en matière d'autonomie. Face à des populations vieillissantes en Europe, on se rend compte que ça a de l'importance. On voit des acteurs de santé apparaître. On est en Wallonie, on a parlé du grand hôpital de Charleroi, un tout nouvel hôpital qui a été ouvert quelques semaines, plus grande mouvmentation de patients au niveau européen des 10 dernières années. Un hôpital technologique assez impressionnant. On a en Belgique la tradition du CHU de Liège, qui est aussi un grand hôpital académique avec une volonté dans le domaine de l'innovation extrêmement affirmée. Ça a été longtemps le seul hôpital avec un ranking IM6 au niveau belge et d'ailleurs assez peu représenté dans les pays voisins. On voit des problématiques de gouvernance apparaître dans la discussion. On commence à questionner la problématique de l'éthique ou de la bioéthique, la problématique également de l'apparition de l'AI Act, cet acte européen qui entoure de manière extrêmement intelligente, même s'il est imparfait, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les secteurs critiques. Et puis on touche des thématiques, alors je reviendrai là-dessus, mais effectivement on sent qu'il y a un côté matière à classer au niveau de l'e-santé. On voit apparaître la notion d'écosystème, donc on voit bien qu'il y a des groupements qui commencent à organiser ce secteur pour qu'il puisse fonctionner correctement. Alors on a des effets de branding, des effets de marque, comme Digital Wallonia, ici en Wallonie, qui est une marque qui est promue au niveau international dans les hubs qui sont sous la responsabilité de la communauté Wallonie-Bruxelles. On voit également des communautés de pratiques comme WellingCare, qui est une communauté, je reviendrai dessus, qui partage des usages au niveau international sur les bonnes pratiques en santé numérique. Et puis on a aussi en Belgique, et en Wallonie particulièrement, un développement assez important des clusters, que ce soit des grands clusters dans le domaine biotech comme BioWin, ou dans les métiers, la mécatronique, les métiers de l'ingénieur comme Mécatech. On a des objets d'innovation, on ne va pas revenir dessus, mais effectivement, on se rend compte que l'innovation chasse l'autre. Il y a 2-3 ans, on parlait de thérapie digitale. Tout le monde avait ce mot-là à la bouche dans le domaine de l'innovation en santé. 3 ans plus tard, tout le monde parle ChatGPT, intelligence artificielle, même si les concepts datent des années 60. Soudainement, en plein buzz, la technologie est en train d'exciter un peu les neurones. Simplement aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, au niveau international, au niveau mondial, il y a à peu près 80 études randomisées en IA qui ont été réalisées. Et donc on parle d'un tsunami dans le domaine de l'IA générative. Ça représente quelques pratiques au niveau international. Il y a énormément de bruit, il y a énormément de proof of concept, de tentations de faire des choses, mais des produits médicaux qui soignent des patients tous les jours, qui utilisent par exemple de l'IA générative, ça reste quand même encore à la marge, malgré toute la communication qu'on fait autour. Et puis on a des acteurs d'innovation. On voit effectivement... il y a quelques semaines, vous n'aviez jamais entendu parler de DeepSeek, et puis soudainement, dans les journaux, on n'entend plus parler que de ça. Et ce sont des phénomènes technologiques qui sont bien connus dans le marketing digital, qui s'appelle par exemple le vaporware, qui essayait de faire croire qu'une solution va écraser tout le marché, alors qu'elle n'a pas encore un client. Et pour information, la société IBM, la grosse société américaine de mainframe IBM, faisait déjà ça dans les années 60-70. Donc ce sont des mécanismes de marketing qui font vendre les technologies auxquelles il faut être attentif quand on réfléchit en matière d'innovation. Alors c'est un champ sémantique encore assez flou, en Wallonie comme ailleurs, dans lequel on ne sait pas très bien de quoi on parle. Donc on a bien de la santé mobile, on a bien de la télémédecine,
projeter un service médical à distance pour répondre à des questions notamment de désertification médicale. On a bien des questions de robotique, on est bien loin du robot humanoïde qui ressemble à un humain avec lequel vous allez parler. On est bien plus dans la robotique logistique qui transporte les plateaux repas à l'étage de l'hôpital ou qui transporte le linge sale de l'étage à la buanderie. On voit ce genre de choses beaucoup plus qu'un robot humanoïde ou même un robot de chirurgie qui reste encore à la marge. Les gros hôpitaux ont un Da Vinci et ils en sont fiers. Les gros hôpitaux qui font du marketing médical, comme par exemple les hôpitaux en Corée du Sud, en ont 2 ou 3, et ils sont extrêmement fiers. Mais ça reste également, de nouveau des pratiques extrêmement importantes, impactantes, mais à la marge d'un métier médical qui innove doucement. Pour citer un chiffre, le stéthoscope a mis 100 ans pour devenir l'outil du médecin, dont on voit le premier assistant, quand il arrive à l'hôpital, on lui met un stéthoscope autour du cou. Ça a quand même pris un siècle. Donc, quand on regarde maintenant l'innovation en santé, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui est le point d'attractivité d'une région comme la Wallonie? On voit différentes choses. Alors, première chose intéressante, c'est si on regarde notre classement au niveau européen, on est le 7e pays en dépôt de brevets. Ça veut dire qu'on a une capacité de déposer des brevets extrêmement importante au regard de la population, qui est une petite population d'11 millions d'habitants. Donc on se classe vraiment très bien au niveau européen, devant la plupart des grands pays. Évidemment, si on compte par habitant. Compte pas en valeur absolue. Deuxième élément, si on regarde au niveau mondial, la Belgique et la Wallonie, de manière singulière dans le domaine des biotech, restent un des acteurs extrêmement importants en 2022. On était encore dans le top 10, loin devant de nouveau les grands pays. Avec une croissance qui ralentit quelque peu, mais qui a ralenti notamment avec le Covid, mais a continué à se développer et on est toujours sur une tendance extrêmement positive en matière de dépôt de brevets, donc de propriété intellectuelle, avec de l'ordre de plus de 2500 brevets déposés en 2022. Avec la Belgique qui se place effectivement en 9e position, pas très largement, mais par exemple 4 places devant un pays comme la France, 5 places devant les États-Unis. Donc on reste, et même si on regarde les petits pays qui sont extrêmement actifs en matière de biotech, Singapour par exemple se classe en 15e position. Donc on reste un acteur extrêmement important du dépôt de brevets avec des centres de recherche qui sont positionnés. Alors si on regarde les domaines dans lesquels on s'installe, cette innovation, elle s'installe essentiellement dans 3 grands domaines d'activité. La pharmaceutique, donc tout ce qui est pharma, 13%, la biotech, 11%, et puis ce qui nous intéresse un peu plus en matière de santé digitale, ce qu'on appelle les medtech, donc toutes ces technologies qui sont louées à la mise en œuvre de technologies digitales de type hardware, plutôt, dans les institutions de santé, on est avec 9, donc on se rend compte quand même qu'on a une innovation qui n'est pas inintéressante et qui touche différents domaines de l'activité qui approchent de près ou de loin la réalité de la santé. Avec, je passerai ici, mais des développements technologiques nombreux et variés dont on entend rarement parler, mais qui sont présents, avec la création de campus de santé dans lequel on a de plus en plus une approche mixte industrie, hôpitaux, très à l'américaine. Ici, vous voyez le campus, le tout nouveau, enfin, il était tout nouveau en 2020, le campus de Liège, on a le campus du Grand Hôpital de Charleroi. Donc on voit apparaître en Wallonie des campus nouveaux, pensés autrement, où la collaboration entre le privé et le public devient une réalité. On peut se demander, mais finalement, cette petite région francophone de Belgique, dans un petit pays au milieu de l'Europe, pourquoi est-ce qu'elle attire? Pourquoi est-ce qu'elle peut battre en brèche des zones d'innovation extrêmement importantes comme les hubs de Singapour, qui sont importants parce qu'ils sont l'accès au marché chinois, ils sont l'accès à un marché d'1,4 milliard de personnes. Et en fait, il y a des raisons très, très tangibles à ça, qui sont liées à la défiscalisation de la recherche. Donc en Belgique, il faut savoir que les bénéfices d'innovation liés à des investissements sur le sol national sont extrêmement défiscalisés. C'est pour ça que de grandes entreprises ont aujourd'hui leur siège social en Belgique, simplement parce que le niveau de taxation est extrêmement faible. Enfin, en tout cas, la défiscalisation de l'investissement d'innovation est extrêmement faible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi qu'on a une politique de tax incentive pour les chercheurs. Donc, on a une capacité d'attirer des chercheurs et je fais des vœux pour que tous ceux qui n'auront plus envie de travailler aux États-Unis se disent que finalement, revenir en Europe, ça peut être une bonne idée. Et on sait qu'aujourd'hui, les postes de recherche dans les entreprises, pas simplement dans les hôpitaux, dans les universités, dans les entreprises, sont défiscalisés de manière importante, ce qui permet, par exemple, dans une PME wallonne comme la mienne, d'avoir des chercheurs, des gens qui sont payés pour faire de la recherche scientifique. Et vous verrez que ça nous permet de développer des produits intéressants. Alors, j'ai mis quelques chiffres en matière de Wallonie, mais ce n'est pas le plus intéressant. Les chiffres sont quand même assez ambitieux. On a eu, grâce au paquet d'aides qui ont été liées à l'émergence
des refinancements de la recherche et du développement économique de l'Union européenne. On a eu pas mal d'investissements dans le domaine du numérique, notamment dans les hôpitaux, avec quelques développements intéressants autour notamment de Medresis, qui est l'un des projets extrêmement ambitieux en matière de rapprochement des métiers de l'ingénieur et des métiers médicaux, et qui a vraiment créé un effet extrêmement positif en région wallonne, avec de très nombreux projets, pas simplement des projets technologiques, mais aussi des projets éthiques. C'est probablement l'un des rares projets qui a, de manière scientifique, approché la problématique de l'éthique et de la bioéthique en relation avec le digital. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc on voit quand même que le vecteur de la santé n'est pas le plus important de l'investissement que nous rencontrons aujourd'hui, mais ça reste un vecteur assez porteur et assez intéressant. Alors, je le disais en entrée, je suis directeur scientifique d'une communauté qui s'appelle Winning.care. C'est une communauté qui existe depuis 15 ans, dont l'objectif, c'est de créer du lien, comme son nom l'indique, entre des professionnels de santé. C'est devenu la première communauté des innovateurs en santé de la francophonie internationale. Il fallait bien prendre un axe, on a pris celui-là. La francophonie internationale, ça représente quand même 400 millions d'individus. Grosso modo, c'est la taille de la population des États-Unis, un peu plus. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer une base de connaissances scientifiquement prouvées, de manière à pouvoir approcher les problèmes de l'innovation, non pas de manière théorique. Et vous avez pléthore d'endroits où on parle de l'innovation en théorie, nous on parle en pratique, on s'intéresse à l'usage de la technologie. Et donc on identifie des cas d'usage dans toutes les thématiques où le numérique est impactant par rapport au domaine de la santé, avec la création d'une base de connaissances extrêmement développée, à deux niveaux, une base de connaissances sur les usages qu'on rencontre dans les grandes institutions de santé, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les MRS en Belgique. Et puis aussi une base de connaissances beaucoup plus individuelle, beaucoup plus proche des professionnels de santé de première ligne, pas simplement des médecins généralistes, mais des kinés, des infirmières à domicile, où on a une réflexion qui est menée sur des besoins, sur des gestes et sur de l'information médicale. Et donc, en s'étant rapproché de ce qui était le patient numérique à l'origine, qui est devenu Winning.care, on a intégré une communauté de médecins de première ligne avec une problématique de médecine de première ligne. Et d'ailleurs, nous avons intégré dans notre équipe un directeur médical qui travaille sur ces problématiques de rapprochement avec la première ligne, que ce soit les GLEM en Belgique, que ce soit les CPTS en France ou la plateforme digitale, le hub d'information qu'on possède, qui est, pour faire court, l'équivalent d'un LinkedIn dédié aux professionnels de la santé, pas un outil business qu'on peut utiliser éventuellement pour faire la santé, qui est vraiment un outil qui est dédié pour les professionnels de santé, avec un niveau HDS, un niveau hébergeur de données de santé, extrêmement sécurisé, extrêmement corseté, localisé en Europe pour éviter les problèmes de souveraineté, est un développement important. Avec une partie physique également à côté, parce que c'est important de se faire rencontrer les gens, c'est bien de se faire des Teams, c'est bien de suivre, j'enseigne parfois par Zoom, par Teams, par tout ce qu'on peut imaginer, mais le lien humain n'est pas remplacé par une image statique où on perd 80% de la communication physique. Donc on a 5 symposiums internationaux, 3 en France, 1 en Belgique, 1 en Suisse. Celui en Suisse à partir de l'année prochaine. On en a 4 cette année et 5 l'année prochaine. On a des clubs régionaux parce qu'on a compris qu'il fallait approcher la problématique de la santé, non pas globalement, en se disant je localise une discussion à un endroit. Non, il faut approcher ça de manière beaucoup plus forte en étant proche des gens. Donc on a ouvert il n'y a pas longtemps, il y a quand même quelques années maintenant, mais notre premier club régional en France, dans la région de Moselle, dans le Grand Est, où on travaille avec les professionnels de santé à approcher des problématiques, notamment là très fortement autour de la data en santé, de l'intelligence artificielle. On a eu récemment, la semaine dernière, un grand symposium avec 200 soignants où on a réfléchi à l'impact sur les métiers de l'oncologie, l'imagerie médicale, du parcours de santé, etc. Et puis on a un label. Le tout n'est pas de regarder des innovations sans avoir une réflexion autour. On a mis en œuvre une certification des solutions en santé digitale dont on a développé la méthodologie avec les chercheurs de l'équipe et les académiques avec lesquels nous collaborons, qui nous a permis déjà de labelliser de l'ordre de 700 solutions au niveau international dans 6 pays, avec la volonté de continuer à analyser ce marché, à analyser son potentiel au regard des usages. Donc on ne se substitue pas à un marquage CE ou un AI Act, mais on est bien plus dans un regard posé sur les usages, finalement en se posant une question assez simple: à quoi servent ces technologies? Et on peut buzzer tant qu'on veut autour de termes comme IA générative, mais quand on commence à voir un usage mûr qui est respectueux, qui s'intègre correctement dans un cadre légal, on peut commencer alors véritablement à l'utiliser. Alors on a aussi un écosystème
Et je terminerai là-dessus. Petit, hein, la Belgique c'est un petit pays, la Wallonie ça reste encore beaucoup plus petit, mais on a un écosystème qui s'exporte bien, qui est actif. Alors j'ai pris quelques exemples de solutions que nous avions scorées, mais qui sont des solutions extrêmement ouvertes vers l'international, puisque la seule possibilité pour les entreprises wallonnes de survivre dans le domaine de la santé numérique, c'est de s'exporter, parce que le marché domestique étant très petit. Donc on a des produits de qualité reconnus comme tels. Je pense par exemple à une solution comme Communicare, qui est une société liégeoise qui aujourd'hui est remboursée par la Sécurité sociale en France. Donc on voit cette volonté de croissance de produits de qualité qui s'exportent. Et on a, c'est vrai, des agences à l'exportation qui sont très agressives pour nous aider à aller à l'international. Et c'est vraiment un bénéfice extrêmement important pour des petites structures du tissu socio-économique wallon. L'orientation internationale vient aussi du fait qu'on a un pays carrefour, hein, on a un petit pays où finalement on fait plus passer que s'arrêter, donc ça on a retenu la leçon. Et puis on a aussi une proximité, une capacité de travailler avec les universités vraiment importante qui fait que, quand je dis les universités, c'est aussi avec les hôpitaux, qui fait que cet écosystème n'est pas très éloigné et très théorique, mais il est plutôt les mains dans le conduit, dans le moteur, à essayer de trouver des solutions opérationnelles avec les institutions de santé. Je pense que j'ai consommé le temps qui est à ma disposition. On aura l'occasion d'interagir pendant les ateliers autour de ces problématiques. Je vous remercie. Merci Thierry. Donc maintenant, nous allons accueillir notre dernier orateur. Donc c'est Monsieur Roel Smulders, qui est directeur chez Medvia. Medvia est une organisation flamande qui ouvre la voie à une meilleure santé. Roel a rejoint Medvia en mars 2023 et travaille en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire pour aider l'écosystème flamand des technologies de la santé et des sciences de la vie à explorer et à développer de nouvelles opportunités commerciales innovantes. Avant de rejoindre Medvia, Roel a travaillé en tant que responsable de l'innovation à la KUL Leuven et chez Roche Pharma. Et avant cela, il était PDG d'une start-up primée dans le domaine de la santé numérique qui a créé une technologie dans le domaine du vieillissement actif et sain. Roel est motivé par la création d'un impact sociétal et est passionné par la co-création, la technologie inclusive et la connexion des points. Donc Roel va nous parler d'innovation en santé en Flandre. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier l'organisation. Vous m'avez invité, ce qui me plaît beaucoup. Il est très intéressant d'entendre en français quel est mon rôle. J'aimerais bien commencer par une petite adaptation à mon titre. Depuis court, je ne suis plus directeur de Medvia, mais de Medvia et Flanders Bio. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mois environ, Flanders Bio, donc le cluster flamand autour de la biotechnologie, et Medvia, le cluster flamand autour de technologie de la santé, se sont fusionnés. Et quand on regarde la mission de ces deux organisations, on peut voir qu'il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont en commun. Il est donc logique que cette fusion a eu lieu. Ce sont deux organisations qui sont dirigées de la part des membres. Nous sommes des organisations de membres. La concentration de Flanders Bio était sur les sciences de vie, alors que Medvia s'occupe de l'écosystème, de la biotechnologie et des outils de travaux de santé. Mais donc les deux organisations ont surtout l'objectif de voir quel est l'écosystème de nos sociétés innovatrices dans la technologie de la santé. Comment pouvons-nous soutenir ces sociétés pour pouvoir créer de nouveaux produits et services et les lancer sur le marché? Évidemment, nous ne travaillons pas seulement en Flandre, nous travaillons avec nos collègues wallons de Biovin et leurs collègues bruxellois de LifeTech HUB Bruxelles. Donc, c'est une coopération qui n'est pas limitée entre Flandre, Wallonie et la France, mais aussi en Belgique même, au sein du pays. Il y a beaucoup de coopération entre les organisations clusters. J'aimerais également arrêter un petit instant
à propos du rôle de ces organisations, ce qui peut être une base pour votre projet. De la part de la Flandre, nous essayons surtout de jouer un rôle important en ce qui concerne les produits et les services développés par nos sociétés. De quelle façon est-ce que nous faisons cela? Entre part l'accès au financement, mais également avoir un lien avec l'écosystème. Les personnes avant moi l'ont déjà mentionné. On pense que la coopération est un aspect extrêmement important dans notre écosystème et dans le développement de notre écosystème. C'est important de créer des outils qui ont un impact et qui pourront être utiles à notre écosystème des soins. Donc, faire un lien entre les outils. Nous le faisons de différentes façons. Nous essayons de rassembler des gens dans les événements, par exemple en parlant de biotechnologie, mais aussi en parlant de l'accès au financement. Nous avons également beaucoup d'activités dans le cadre de notre académie où nous nous occupons de thèmes très spécifiques. Nous aidons, par exemple, les sociétés quand il y a des obstacles sur le plan de la législation, sur le plan de l'accès aux nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, on essaye de soutenir nos sociétés dans tous ces aspects-là. Alors, quand on regarde cet écosystème des organisations, au centre, on trouve les sociétés qui se concentrent sur les nouvelles technologies, sur la recherche et le développement. Ils prévoient de nouvelles technologies et autour d'eux, il y a un groupe d'acteurs qui jouent un rôle important. Là, on parle de sociétés qui prévoient des services, aussi les investisseurs. La connexion entre les sociétés de recherche et développement et les investisseurs qui est un élément très important. On parle également de la coopération entre les sociétés et les autres écoles et universités, parce que très souvent, la base de nouvelles innovations est déjà présente dans les universités, mais elle reste cachée dans une université. Et au lieu de commencer de zéro dans la société même, on essaye d'obtenir et de transférer des connaissances qui sont présentes dans les universités et les autres écoles. Ceci est, selon nous, une connexion très importante dans notre travail en cluster. Et puis, évidemment, la connexion entre les sociétés et l'accès des produits aux besoins dans le service des soins est un autre élément très important. Alors que, comme organisation, nous nous occupons surtout de tous ces aspects-là, mais nous ne nous limitons pas à la biotechnologie, à la technologie médicale et à la technologie numérique séparément, mais nous essayons de voir le centre, le point commun de tous ces éléments-là. Ce ne sont plus de domaines séparés, ce sont des domaines qui sont liés les uns aux autres. La technologie numérique est présente dans les outils médicaux, par exemple en utilisant l'intelligence artificielle dans les applications médicales. Par exemple, quand on introduit des données, il faut analyser ces données. Il faut tenir compte de beaucoup d'aspects différents. Et donc, le numérique nous donne beaucoup d'opportunités. Et donc, dans l'union de ces trois secteurs-là, on voit beaucoup d'opportunités. Ce slide correspond énormément avec le slide de l'orateur précédent, ce qui indique que la Belgique, et moi aussi, j'ai un peu spécifié mes données sur la Flandre, mais on voit qu'on est très important dans cette secteur. On voit la biotechnologie, le pharma, les outils médicaux sont les secteurs les plus importants quand on regarde le nombre de brevets qui a été introduit. Et alors, en Flandre, regardez par exemple le top 10 des sociétés qui ont fait des demandes. On y trouve aussi beaucoup d'universités flamandes, aussi l'IMEC, le centre de microélectronique à Louvain. Ce sont ceux qui demandent et déposent des brevets. Ce qui montre qu'en Flandre, il y a quand même un écosystème
très dynamique et innovateur, tout comme en Wallonie. Alors, au moment où j'ai essayé de préparer la suite de cette présentation, j'ai pensé qu'il fallait peut-être prévoir des études spécifiques. Pensons par exemple à Mona, une technologie qui fait des photos de l'œil et l'intelligence artificielle essaye de développer des réactions. On peut parler à FibriCheck, une application qui gère et qui contrôle la fibrillation du cœur. Il y a donc plein d'applications possibles et qui sont présentes dans nos sociétés flamandes. L'écosystème que je représente ici, de Flanders Bio, nous porte à environ 450 sociétés et je ne vais pas énumérer les sociétés qui sont en train de travailler dans ce domaine-là. Et alors, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur les sociétés et les opportunités plus générales, les défis généraux qui se présentent. Je pense que ceci est une approche intéressante dans la suite des discussions de ce projet-ci. L'une des opportunités sur lesquelles la Flandre se concentre est la transmission de données et la façon de permettre aux patients et à toute la population de jouer un rôle important dans le fait d'être propriétaire de ses propres données. Le gouvernement flamand a fait un choix très clair. On se base sur la technologie solide pour développer quelques applications où les données qui sont liées aux patients, ils sont rendus disponibles pour les patients. L'ambition est que chaque personne, chaque flamand, ait un fichier de données où les données personnelles sont rassemblées. Et alors, chaque flamand aura la possibilité, l'opportunité de prendre des décisions avec qui il ou elle va partager ces données. Et alors, chaque personne peut décider de partager ces données avec son docteur, mais ils peuvent aussi prendre la décision de les partager aux universités ou avec des sociétés de pharma, si par exemple les sociétés veulent développer de nouveaux services. Et donc cette solide technologie permettra à la population de jouer un rôle principal. Des initiatives, je propose que le slide sera envoyé par après. Et donc j'ai mis les liens. Le premier, c'est Bottom-up, une société réalisée par un département flamand, et puis aussi Fakir, une initiative privée d'un groupe de Hans Constant et Philippe Paten qui essaye de voir des cas spécifiques où certaines organisations reçoivent l'accès à la technologie pour, par exemple, les utiliser dans les essais cliniques. Donc, avec l'utilisation des données de cette technologie. Un défi très important lorsqu'on partage les données et le rôle qui est donné à la population est le défi de l'alphabétisation numérique. Donc, les gens doivent pouvoir contrôler leurs petites données, doivent avoir le contrôle de ces données. Par exemple, si l'on regarde une étude très récente qui a été publiée la semaine passée, une étude de IMEC, qui avait comme titre le digimètre, c'est une étude où chaque année, ou toutes les trois années, on essaye de vérifier quel est le point d'alphabétisation au niveau numérique. Et alors, par exemple, en ce qui concerne les wearables, la technologie qu'on peut porter, il y a une vraie tendance où il y a de vraies différences dans la population. Les gens entre 18 et 50 ans, là, il y aura environ 50%, 40-50% qui disposent d'un tel outil, par exemple, un horloge smartwatch.
et ils l'utilisent pour contrôler leur santé. Alors que les personnes de 55 ans et plus, il y en a beaucoup moins qui disposent de ces outils. Et donc, cette alphabétisation numérique signifie que ce groupe-là n'utilise pas les outils personnalisés qui sont disponibles. Ce groupe est donc peut représenter. Nous pouvons voir la même chose quand on regarde les revenus de ces personnes-là. Les revenus constituent un élément important pour décider quelle est la position dans la société, et les gens qui ont des revenus limités ont beaucoup moins accès à ces outils et à ces applications numériques. Si l'on regarde par après les catégories d'âge des personnes en Flandre ou en Belgique qui ont besoin de soins médicaux, ben alors là, on voit que si les personnes sont plus âgées, ils ont beaucoup plus besoin de tous ces soins, ce qui nous propose un grand défi, parce que si l'on a le besoin de transmettre ces niveaux de soins à toute la population, il faut faire en sorte que les gens qui en ont plus besoin, donc les personnes âgées, les personnes avec un revenu plus réduit, que eux aussi, ils peuvent participer à votre histoire. Parce que si vous ne développez votre soin que sur le rassemblement de données personnalisées et qu'une grande partie de votre population n'est pas présente, si les classes modestes ne font pas partie de votre histoire, alors il y a une menace parce que vous allez organiser vos soins à deux niveaux, à deux vitesses. Alors, tout sera basé sur les jeunes qui sont très actifs dans le monde numérique, mais une grande partie, et surtout ceux qui en ont plus besoin, ne pourront plus participer. Et évidemment, ceci n'est pas l'écosystème de soins envers lequel nous voulons nous diriger. Une opportunité très importante qui est présentée pour remédier à ça concerne les principes de technologie de soins, un concept qui a été conçu par la Fondation du roi Baudouin. Et alors, ceci concerne la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. Et on essaie de donner des principes de base pour faire en sorte que la technologie de soins puisse être utilisée par toute la population avec tous ses besoins et tous ses défis. La semaine passée, il y a eu un symposium final où certains outils et opportunités ont été mis disponibles pour utiliser les principes dans la discussion de ce développement numérique. Comment devons-nous impliquer la population large dans la discussion sur les soins numériques? Et je pense que dans le cadre de ce projet-ci, l'information qui est présente là, la vision qui a été développée par la Fondation du roi Baudouin peut être très intéressante. Et puis un tout dernier point que j'aimerais bien discuter, dont j'aimerais bien discuter, ceci concerne l'implémentation des technologies de soins et surtout des technologies numériques. Il s'agit ici d'une enquête qui a eu lieu la semaine passée lors du sommet de données de santé à Bruxelles. J'ai pris les informations de la source de LinkedIn Post, une société qui s'occupe de la digitalisation. Et là, la question qui s'est posée était « Quel est pour vous le défi principal où l'écosystème de la santé numérique doit s'occuper ?» Et le thème principal qui a été relancé et qui a été donné par les participants était le besoin de gérer les changements. C'est un défi très important, mais le développement de encore plus de technologies nouvelles et spéciales n'est pas une priorité parce qu'il y a déjà beaucoup de choses existent déjà. Mais ce qui manque,
c'est l'implémentation durable de toutes ces technologies dans le secteur des soins. Beaucoup d'études pilotes ont introduit ou ont montré que la technologie digitale dans le monde des soins doit être plus efficace et qu'elle peut nous aider à travailler de façon plus efficace. Tout cela est accepté de façon très favorable, mais ce sont toujours des projets qui ne sont pas utilisés dans tout le secteur des soins parce qu'il n'y a pas les fonds, parce qu'on ne tient pas compte de la façon dont il faut implémenter ces nouvelles technologies. On ne peut pas se limiter à ce petit groupe qui essaye d'utiliser les nouvelles technologies. On doit essayer de faire en sorte que tous l'utilisent. Et ceci est, selon moi, l'un des défis les plus importants qui se présentent pour la Flandre, mais aussi pour la Belgique et pour le monde des soins européens. Comment pouvons-nous faire en sorte que toutes ces innovations, toutes ces opportunités soient implémentées de façon durable dans les organisations de soins? Et alors, je lance un appel. Les innovations dans le monde des soins ne doivent pas toujours être très spéciales, très nouvelles. Il y a des choses qui existent déjà depuis longtemps. Souvent, les innovations à niveau réduit nous donnent beaucoup d'opportunités pour améliorer l'accès aux soins et d'avoir un meilleur soin pour les bonnes populations. Et alors, la collaboration, la co-création, la gestion des changements sont des compétences et des défis qui se présentent. Si on regarde la technologie, c'est là où se trouvent les défis. Essayer d'impliquer ces populations qui n'ont peut-être pas ce niveau numérique que les jeunes, comme les jeunes. Mais il faut tenir compte de ces personnes-là, de ces patients-là et de leurs expériences en tant que patients. Et il faut aussi tenir compte des opinions des gens qui utilisent ces nouvelles applications. C'est ça qui est important. Et alors, pour conclure, j'aimerais bien vous parler de certaines opportunités et défis que j'aimerais bien vous lancer pour la suite de ce projet. Il y a plein d'opportunités. Et pour nous, dans notre travail en tant que cluster, l'union entre la biotech et les technologies médicales et les offres numériques nous propose beaucoup de perspectives. Les opportunités régionales, nationales et internationales, entre autres sur le plan de la législation, parce que là, je n'en ai pas parlé de toutes ces données, de toutes ces lignes directrices européennes, les défis qui sont lancés de la part de l'Europe envers nous. Nous sommes tous confrontés à tout cela. Il faudra en tenir compte. Selon moi, ce qui est important, c'est que dans notre travail autour du plan numérique, nous devons toujours tenir compte du fait que le patient doit occuper la place centrale. Et on ne peut pas créer un service de soins à deux niveaux, à deux vitesses, qui serait causé par les différences d'alphabétisation numérique. La gestion des changements est extrêmement importante pour faire en sorte que toutes ces applications arrivent chez tous. Et comme les orateurs précédents ont déjà dit, la seule façon d'arriver à ce changement systémique, c'est la collaboration. Et le fait que vous êtes là aujourd'hui pour arranger cette collaboration et pour garantir cette collaboration à travers les frontières est extrêmement important. Et alors, j'aimerais bien vous remercier. Merci beaucoup.